Ένα βιβλίο που συστήνεται και διδάσκεται στα γαλλικά σχολεία και είναι και βραβευμένο Μπαντάουι, που το είχαμε παρουσιάσει πριν από μερικές εβδομάδες εδώ με την εκδότρια την κυρία Καλέντη. Είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να υποδεχτούμε τον Μοχέντ Αλτράντ, ο οποίος είναι στη λίστα Forbes. Αυτά λίγο σημασία παίζουν. Παίζει σημασία το πώς κάποιος αποφασίζει να κερδίσει τη ζωή. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη συνέντευξη το μόνο όφελος που έχουμε είναι να ανταχθούμε από έναν άνθρωπο που έφυγε από την έρημο της Συρίας πριν πολλά χρόνια και έχει κατακτήσει τον κόσμο. Πώς μπορεί να φτάσει ψηλά, λοιπόν, όποια και είναι η καταγωγή σου. Και οι συνθήκες. Και οι συνθήκες, για να το δούμε. Exprimer l'amour pour l'apprentissage. L'école offre maintenant les outils qui ont donné dans le passé. Oui, oui. Si vous voulez, l'école, c'est un élément essentiel dans la construction d'un homme. Dans mon cas précis, c'était le seul moyen, parce que je suis né, comme je l'indique dans mon roman Badawi, dans le désert syrien, et dans les conditions dans lesquelles je suis né, mère qui a été répudiée très tôt, père qui n'a pas voulu de moi, etc., etc. Donc il me restait la grand-mère qui, elle, voulait que j'aille faire le métier de berger. Et j'avais refusé ce destin qui était écrit pratiquement par la grand-mère, et j'ai choisi l'école. Et elle a été opposante essentielle à cette démarche qui était la mienne pour aller à l'école, pour apprendre, pour ouvrir des portes vers l'avenir. Et le seul moyen pour moi, c'était celui-là. Mais pour y aller à l'école, il fallait que je me réveille tôt, avant que la grand-mère se réveille, pour qu'elle ne m'empêche pas d'aller à l'école. Donc pour moi, j'ai saisi cette opportunité. Lorsqu'on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'était à peu près l'âge que j'avais à cette époque-là, on ne réfléchit pas, c'était intuitif, c'était intuitif. J'avais senti que c'était le seul moyen pour moi de sortir. Et je suis allé à l'école. Alors pour tous les enfants du monde, et particulièrement pour les enfants grecs, je les incite à aller à l'école, parce que c'est un instrument extraordinaire pour apprendre, pour grandir, pour s'ouvrir au monde. Et c'est ça le conseil que je souhaite leur donner. Quel a été le moment le plus difficile à votre vie? Je crois que, si vous voulez, le moment le plus difficile dans ma vie, paradoxalement, on aurait pu penser que c'était le début, quoi. C'était la mort de la mère qui était un moment difficile. Et surtout la scène de la mort de la mère sur... voilà, quoi, c'est le roman commence par ça. Ça, c'est pénible. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est tellement difficile à décrire, c'est tellement difficile à expliquer, à faire passer des messages, que j'étais obligé d'utiliser la troisième personne. Je ne dis pas j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je dis il. Il, c'est-à-dire moi. C'est une façon, si vous voulez, de créer une distance entre vous et cet événement terrible. Voilà. Après, je vous disais, c'est peut-être pas le moment le plus difficile, encore une fois, lorsqu'on a 3 ans. On est inconscient, on vit les situations, on est positif. Voilà, on n'a pas de capacité à raisonner. La situation la plus dure, c'était l'arrivée en France. L'arrivée en France, et là, avant d'arriver en France, j'avais lu 2 choses sur la France. Le portrait du général de Gaulle, et c'est un homme qui est une traduction en arabe d'un livre écrit par quelqu'un. Oui. Et il vous décrit, il vous démontre de cet homme qui est grand. En termes de taille, physiquement, il est très grand, je crois qu'il fait presque 2 mètres. Mais il est grand par le talent. Voilà un homme dont le pays était occupé par les Allemands. Et il est parti un jour, il a dit je veux combattre les Allemands, je veux libérer mon pays. Et il est parti en Angleterre pour libérer son pays, il est revenu. Et toute la France d'aujourd'hui, elle doit ça au général de Gaulle. Bien sûr, par la suite, il l'a fait avec d'autres, parce que tout seul, on ne fait rien. Et c'est ça qui m'a fasciné par ce pays.
L'autre chose qui m'a fasciné par ce pays, c'était un portrait un livre que j'avais lu sur Flaubert. Flaubert, vous savez, c'est un des grands poètes, écrivains dans la littérature française. Et il vous décrit les brouillards. Les brouillards, on appelle ça les brouillards de Flaubert. Et c'est magnifique, cette description. J'ai dit, il y a un vrai talent là-dedans, il y a une vraie force là-dedans. Et je suis arrivé avec ces idées-là. Et j'ai imaginé un pays qui est pour moi imaginaire. La France, un beau pays, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de problème. Et lorsque je suis arrivé, hélas, j'ai trouvé la vraie vie, les problèmes, la haine, les conflits, toutes sortes de choses qu'on trouve à peu près dans tous les pays. Et j'ai trouvé autre chose, si vous voulez. Donc déjà, c'est un premier choc qui m'a été difficile d'accepter. Le deuxième choc, c'était sur le plan presque éthique, religieux, culturel. Lorsque vous êtes né en Syrie, bédouin, eh bien, on vous apprend le Coran. À l'âge de 17 ans, moi, je connaissais le Coran par cœur. On vous apprend le Coran. Et le Coran, il vous dit quoi? Il vous dit Dieu est fort. Et Dieu, il sait tout sur toi. Il sait quand tu vas naître. Il sait quel est le sexe que tu vas avoir. Il sait que tout ce que tu vas faire dans ta vie. Il sait quand tu vas mourir. Mais il est très fort encore parce qu'il sait ce qu'il va faire de toi après ta mort. Et vous savez, c'est le mot en arabe, ça s'appelle le maktoub. Et d'ailleurs, c'est un mot qui est devenu français, on trouve ça dans le dictionnaire français, le maktoub. Donc, je suis arrivé avec ça. Un Dieu unique qui sait tout, etc., qui est trop fort. Et tu dois, pour être musulman, tu dois faire beaucoup de choses, et entre autres choses, tu dois faire la prière 5 fois par jour. Première fois vers 5 heures du matin, une seconde fois vers midi, vers 4 heures, vers 7 heures, et le soir vers 10 heures. Et tu dois faire ta toilette, et après tu vas faire la prière. Et si tu ne fais pas ça, tu n'es pas musulman. Ben, j'arrive en France, et on me dit, mais c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Dieu est amour. Fais ce que tu veux de ta vie, il n'y a pas d'obligation, mais essaye de faire au mieux ce que tu peux faire. Mais ce n'est pas le même discours, vous comprenez? Ce n'est pas le même Dieu. Donc se pose le premier problème pour moi, mais quel Dieu je dois choisir, vous comprenez? Et c'est ça la difficulté que j'ai d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, cette difficulté, je ne sais pas quoi en faire. Quel est le Dieu je dois avoir? Et ça nous ramène à la perte d'identité. Est-ce que vous êtes arabe, ou est-ce que vous êtes grec, ou est-ce que vous êtes français? Mais qu'est-ce que vous êtes? Si vous dites je suis français, ce qui me concerne, ça veut dire que vous mettez une croix sur un pan de votre être et de ce que vous avez appris comme culture, comme civilisation. Mais si vous dites non, je suis toujours musulman, syrien, etc. Mais ça fait un demi-siècle, moi, que je suis en France. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc vous avez un héritage. Et lorsque je discute de ça avec les gens autour de moi, dans mes livres, parce que j'ai écrit 3 romans, et je suis en train d'en écrire un 4e, j'espère publier l'année prochaine. C'est la question qui revient. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? En termes d'affichage, vous me rencontrez, vous ne me connaissez pas, et vous dites, il est peut-être grec, il est espagnol, ou il est du sud de la France. Vous ne savez pas si je suis syrien, vous comprenez? Déjà, c'est un premier problème. On ne sait pas ce que vous êtes. Deuxième problème, c'est que dans la mesure où vous dites, par exemple, il est quelqu'un du sud de la France, de Montpellier, eh bien, c'est déjà, on vous fait oublier ce que vous êtes, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose d'important en termes d'existence, d'unité de la personne. Après, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous dites, c'est comme ça, parce que vous me voyez comme ça. Donc, c'est votre vision, donc c'est vrai. Il n'y a rien à dire autour de ça.
Après, lorsqu'on découvre en fait que vous êtes syrien, il y a le problème inverse. Donc toute la partie, toute la face française, si vous voulez, qui va commencer à souffrir un petit peu. Et on me dit, il est syrien, il est français, on ne sait pas ce qu'il est finalement. Donc c'est ce questionnement. Après, vous savez, on vit avec ça, quoi. La question qui se pose, est-ce qu'on peut être deux dans la même personne? Et c'est ça la vraie question. C'est difficile à vivre. Quel est votre prochain objectif? Vous savez, mon objectif, comme vous le savez aujourd'hui, parce que vous ne me connaissiez pas, je crois, avant cette interview, vous avez lu récemment des choses sur moi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est une longue journée, quoi. Commencer dans le désert syrien, arriver au milieu au plus haut de ce qu'on peut imaginer en termes de business, en termes de littérature, en termes de social également. Business, vous avez un groupe que j'écris tout seul, il y a 32 ans, avec peu de choses, peu de moyens. Et après, petit à petit, ce groupe est devenu leader mondial dans son secteur. Donc, partant de rien, c'est vrai qu'il fallait mettre 32 ans. C'est quelque chose. Aujourd'hui, c'était 3,5 milliards de chiffre d'affaires d'euros, 42 000 personnes, 200 filiales dans le monde. Le groupe Altrad est implanté dans 100 pays, donc c'est une vraie réalisation. Et c'est un groupe qui est reconnu, d'ailleurs l'État français est actionnaire à hauteur de 10% chez Altrad, donc c'est quelque chose, c'est une reconnaissance. Après, sur la littérature, on discute. Là, c'est reconnu également comme une vraie contribution. Et vous l'avez vu, ce roman, et les autres, c'est pareil. Il y a un réel apport littéraire. Parce que vous écrivez en français, mais l'écriture, c'est quoi? C'est vous, quoi. C'est vous qui vous exprimez, que vous mettez les mots sur des choses et sur les situations pour faire passer un message. Et je dis que ça, c'est une partie de vous. D'ailleurs, un des critiques, un journaliste, un confrère de vous, qui est français, il dit, voilà, on a trouvé le premier dans l'histoire, le premier écrivain bédouin qui écrit en français, quoi. Ça n'existe pas et ça n'existera peut-être plus jamais. Donc il y a un réel apport littéraire, si vous voulez. Donc, Badawi, il est lu, il a été accepté par l'Éducation nationale pour être une lecture conseillée dans tous les collèges et lycées de France. Donc c'est quelque chose d'important, c'est une réalisation. Ça, c'est l'économie, la littérature. Après, le social, je fais beaucoup de choses sur le plan sportif. J'ai un club de rugby et c'est un des plus grands clubs de France et d'Europe. Et je l'ai construit autour du club de rugby. Et vous avez un club de rugby, c'est une équipe professionnelle de 40 joueurs. Mmh. Mais à côté de ça, vous avez une académie, une école de rugby. Et on prend des enfants de l'âge je crois que de 5 ans jusqu'à 17 ans. Et à Montpellier À Montpellier. Et on essaye de, petit à petit, leur apprendre le sport. Et à travers le sport, ce que c'est d'être homme. Parce qu'un grand sportif, c'est pas un homme, mais il ne sera jamais grand sportif, vous comprenez. Donc c'est cette dimension. Et la majorité des enfants qu'on prend, eh bien, ils sont dans des situations compliquées, hein. Familles pauvres, ils n'ont pas les moyens, etc. Familles divorcées, enfants battus, etc. etc. Donc j'amène beaucoup de choses. À côté de ça, c'est sur le plan social, parce que là, il n'y a pas d'argent à gagner, il y a de l'argent à perdre. Vous investissez sur des enfants pour qu'ils viennent des hommes. Ils ne vont pas vous apporter de l'argent, vous comprenez. Donc c'est un acte important pour contribuer, amener quelque chose à la société. Plus le club de rugby professionnel où on est régulièrement, si vous voulez, parmi les premiers clubs d'Europe, donc c'est quand même quelque chose.
Chaque année, on a à peu près quelques centaines d'enfants qu'on amène d'une tranche d'âge vers une autre tranche d'âge, jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc c'est une contribution. À côté de ça, et qui n'a rien à voir, j'aide une trentaine d'associations humanitaires. La Ligue contre le cancer, la Ligue contre l'obésité, les enfants battus, les femmes seules, etc. Beaucoup de choses. Je ne communique pas trop autour de ça, mais là aussi c'est un engagement. Après, pour revenir à votre question, quelle est l'étape d'après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être continuer à œuvrer pour aider. Quel est le message que vous envoyez à lecteurs grecs? Pour les Grecs, même j'ai été toujours fasciné par le peuple grec, parce que c'est le premier qui ont ouvert les portes vers l'extérieur, c'est-à-dire aller un peu partout, quoi, porter le message de civilisation. Donc c'est un peuple qui a créé à l'origine la période hellénistique, la période grecque, etc. C'est le fondement de l'humanité. Après, vous avez les romans qui ont fait des choses après, et après la suite, vous la connaissez. Oui. Donc pour moi, c'est les gens qui sont à la base de la civilisation. Aujourd'hui, je sais que c'est un pays qui est en situation un peu compliquée économiquement, mais je suis confiant, ils vont se sortir de là. Hein. Donc j'ai beaucoup de confiance, beaucoup d'optimisme pour ce petit pays à côté des grands pays d'Europe, tels que l'Allemagne et la France. Mais c'est un pays qui a une vraie identité, un vrai caractère, un vrai courage. Donc je ne suis pas inquiet. C'est une période aussi peut-être difficile économiquement, mais il n'y a pas de problème lorsqu'il y a courage, lorsqu'il y a volonté, lorsqu'il y a l'envie de faire des choses, on arrive. Εξαιρετική συνέντευξη, Γιάννη. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι παρόλα αυτά, παρά την οδύσσια που έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος για να καταφέρει να φτάσει τόσο ψηλά, είναι τόσο σεμνός. Και αναρωτιέται κανείς αν πραγματικά μεγάλωνε σε μια οικογένεια που του παρήχε όλα αυτά τα πράγματα, αν θα είχε κάνει αυτό τον κύκλο ζωής. Καταρχάς, φιλοξενηθήκαμε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το φιλόξενο χώρο και τους ανθρώπους. Αν δεν ήταν η Κέλλη Ιωαννίδου Καλέντη και η Μαρία Αντωνιάδου να τον πείσουν να μιλήσει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάει. Και φυσικά ήταν για πολύ δύσκολο να μιλήσει και για τις φιλανθρωπίες που έκανε. Έτσι. Και του ζήτησα επιμόνως να μας πει, πέρα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και βέβαια στο βιβλίο, πού αλλού βοηθάει, γιατί είναι γνωστό ότι βοηθάει γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και άλλα πολλά και που δεν είπε. Κάτι άλλο τελευταίο να τονίσω, μιλώντας για την ομάδα που έχει του ράγμπι, είπε ότι ένας αθλητής πρωταθλητής δεν είναι καλός αθλητής αν δεν έχει ήθος. Έτσι. Λοιπόν,